Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce nouveau point de marché. Comme vous avez pu le lire, nous allons faire un focus particulier sur la crise italienne et le regain d'incertitude, d'inquiétude entre les États-Unis et la Chine. Mis à part ce plan politique, nous aurons d'un point de vue macroéconomique le PIB US qui sera l'annonce de la journée. Ce n'est pas la Banque du Canada, étant donné que la Banque du Canada a des très fortes chances de garder ses taux inchangés, hein. La hausse des taux est pricée à hauteur de 10% euh, sur le marché, donc c'est très très peu. Il n'y a pas d'attente d'un point de vue des taux. Par contre, là où la BOC pourrait surprendre, c'est peut-être au niveau du discours. Actuellement, la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Canada pour le mois de juillet est de 60%. Donc, ça ne veut pas dire grand chose, cette probabilité n'est pas fixe, elle évolue. Je vous rappelle qu'au début du mois, la probabilité que la Banque du Canada relève ses taux pour le 30 mai, donc pour aujourd'hui, était de plus de 50%. Voilà, une probabilité ça augmente, ça diminue également. Comme la probabilité de voir 4 hausses des taux de la Fed en 2018, elle diminue depuis une semaine maintenant. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a 60% qu'elle est déjà pleinement pricée, et ça ne veut pas dire qu'il y aura automatiquement une hausse des taux. Mais donc, mis à part le PIB US qui est attendu à 14h30 et qui a des chances de surprendre positivement, euh, ça sera la Banque du Canada qui sera suivie, même si il y aura pas de hausse des taux. Mais je rappelle, ce sera le discours et le compte rendu qui seront très importants. Parce que un ton au quiche, parce que d'un point de vue macroéconomique, quand même, la situation au Canada est plutôt bonne, même très bonne. Donc voilà, un ton au quiche serait quand même bon pour le dollar canadien, étant donné qu'il soutiendrait la probabilité d'une hausse des taux prochainement. Voilà, alors bonjour à vous Ramsey, j'espère que vous allez bien. Didier, que je salue également, et qui nous dit l'Italie ça devient un feuilleton. Alors oui, c'est vrai que même une série, j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois qu'il y a ces inquiétudes, hein. Si on revient en décembre 2016 avec Italexit, je vous le rappelle, donc c'est pas la première fois, et oui, c'est vrai que c'est un feuilleton. Bonjour Edgy, bonjour Frédéric, bonjour Loïc. Voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue et j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous invite tout d'abord à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, au niveau du briefing d'actualité, depuis hier, nous avons les dirigeants des partis populistes italiens qui ont commencé à se mobiliser pour prévoir des élections anticipées le plus tôt possible. A priori, il y a des sources qui disent que ce sera pour le mois de juillet. Récemment, enfin depuis ce matin, on a le président italien qui dit qu'il ne souhaiterait pas de nouvelles élections pendant le courant de l'été, hein, pendant les 2 mois finalement de l'été, donc juillet-août. Donc le plus probable, c'est que des élections soient tenues en septembre, tout simplement, en Italie. Maintenant, voilà, c'est pas impossible qu'il y en ait en juillet, mais même s'il y en a en juillet, ce qui serait le meilleur des cas, ça laisse plus d'un mois d'incertitude euh, au niveau de l'Europe. Donc il y a plus d'un mois où la zone euro devrait être sous pression et dont le marché devrait vraiment se concentrer sur ce qui se passe en Italie. Et vendredi, je vous rappelle, il y a la motion de censure qui sera votée au Parlement espagnol contre Mariano Rajoy. Donc vendredi, finalement, la semaine prochaine, le prochain épisode en Europe, ça pourrait être l'Espagne. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a des incertitudes en Europe. Il y a une courbe des taux qui s'aplatit et qui devrait continuer avec la Fed. Donc voilà, avec l'aplatissement des taux, de la courbe des taux aux États-Unis, les incertitudes en Europe, comme je l'ai dit sur Twitter il y a une vingtaine de minutes, je pense qu'il y a de fortes chances que le yen et les devises refuge, hein, mais surtout le yen, s'apprécie ces prochaines semaines, prochains mois. Voilà, je pense que le yen peut être la devise de cet été.
Et sinon, au niveau des États-Unis, des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, nous avons la Maison Blanche hier qui a déclaré qu'elle mettra en place des droits de douane sur 50 milliards de produits, 50 milliards de dollars de produits chinois, ainsi que des freins aux investissements chinois dans les technologies sensibles, peu de temps après le 15 juin. Voilà, donc à la mi-juin, on devrait avoir ces droits de douane et des freins aux investissements chinois. De plus, on a l'administration qui a annoncé de nouvelles restrictions sur les investissements chinois et un renforcement des contrôles à l'exportation qui seront annoncés avant le 30 juin et qui seront mises en œuvre également peu de temps après. Donc à partir de la deuxième quinzaine de juin, on devrait avoir quand même, enfin, pendant la deuxième quinzaine de juin, pardon, nous devrions avoir pas mal d'annonces côté des États-Unis et la Chine. Bon, d'ici là, ça laisse 15 jours aux deux parties pour trouver des accords, ou en tout cas, voilà, améliorer les ententes, alors qu'il y a 2 semaines, il semblerait que ça avançait plutôt bien. Donc voilà, nous ne savons pas si dans 2 semaines, finalement, ça ira mieux, après ce petit regain d'incertitude. Et du côté de Pékin, eh bien, l'administration a répondu en prévenant que ils étaient prêts à se battre en retour, à répondre aux menaces américaines. Voilà un petit peu pour l'actualité sur les marchés financiers ce matin. Pas grand chose d'autre. Pas grand chose d'autre. Alors, euh, bonjour, voilà, bonjour à tous ceux qui nous viennent de nous rejoindre. Bonjour Eddy, bonjour Frédéric, Loïc, alors je ne sais plus avec qui j'ai dit bonjour exactement. Raymond, que je n'ai pas dit bonjour. François, bonjour. Frédéric, hier, euro sagesse moins 1%, est-ce que cela peut continuer? La réponse est oui. Oui, parce que le franc, bon, le yen c'est une devise refuge, le franc également, mais le franc c'est surtout une devise refuge pour l'Europe. Voilà. Imaginez, vous souhaitez vous couvrir, vous en tant qu'investisseur, enfin en tant que Européen ou Français, peu importe. Est-ce que vous préférez acheter du yen ou est-ce que vous préférez acheter du franc? Je pense que la plupart préfèrent acheter du franc en tant qu'investisseur européen. Donc voilà, le franc, ça reste une devise refuge, même si voilà, la politique monétaire est loin d'être une politique de durcissement, de diminution de la liquidité. Donc voilà, le franc, oui, devrait continuer à faire pression tant que les incertitudes en Europe sont présentes. Euh, voilà, donc tac, tac. Alors, des questions sur le Bitcoin. Alors, déjà, je souhaite vous annoncer que je termine mes webinaires vendredi. Ensuite, je serai donc en congé les 2 semaines qui suivent. Donc, je serai fin de mes webinaires vendredi, reprise le 18 juin. Voilà. Donc jeudi, je leur dirai c'est jeudi et vendredi. Comme ça, voilà, au cas où il y en a que certains aujourd'hui ne sont pas là demain et après-demain, vous êtes au courant qu'il n'y aura pas de webinaire organisé par moi-même la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà, donc j'ai beaucoup de questions. Le yen et le CHF ont bien joué le rôle de valeur refuge, mais l'or non. On dirait que l'or est de moins en moins considéré comme une valeur refuge. Alors Didier, c'est un petit peu, oui, paradoxal que l'or a du mal à progresser. C'est simplement parce que faut savoir que l'or, il y a un deuxième facteur d'influence, c'est pas que son comportement, c'est également le dollar. Et le dollar joue une valeur refuge en ce moment parce que voilà, les investisseurs, vous savez que le plus grand bénéficiaire de la baisse de l'euro oui, de la baisse de l'euro, eh bien c'est le dollar. Voilà, donc déjà la baisse de l'euro soutient le dollar, mais en plus de cela, en tant qu'investisseur, étant donné que la zone euro n'est pas, comment dire, apparemment il y a des grosses incertitudes, eh bien forcément les flux vont sur le yen, sur le franc, mais également sur le dollar. Donc c'est pour cette raison que la hausse du dollar finalement fait pression sur l'or. Donc voilà, le fait que l'or s'apprécie dans les périodes d'aversion au risque, eh bien en ce moment c'est un petit peu atténué étant donné qu'on a cette hausse. Alors au niveau
des performances d'hier. Concrètement, on a le Dixie qui a bien progressé. Vous voyez, plus 0,72%. C'est pour cela que finalement l'or est resté stable et qui ne s'est pas enfoncé. Le Dow Jones, le S&P, Nasdaq, eh bien, ils ont tous clôturé dans le rouge, comme les indices européens et comme les indices asiatiques ce matin. On a le gold qui est en baisse. Pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, eh bien, c'est parce que nous avons le dollar qui est en légère hausse et surtout parce que les inquiétudes diminuent légèrement ce matin. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas de nouvelles incertitudes qui viennent s'additionner à ceux d'hier. Le yen est en baisse. Le yen est en baisse, donc vous voyez que concrètement, on a des incertitudes qui diminuent finalement, qui diminuent et on va voir dans un petit instant. On a l'euro qui rebondit, qui a devise qui s'apprécie le plus depuis ce matin, tout simplement parce que c'était la devise qui s'est la plus dépréciée hier. Donc, vous savez, on a un rééquilibrage, ça n'a pas totalement retracé, pas du tout même. Enfin, on va avoir un petit retracement aujourd'hui en intraday, mais la tendance est clairement baissière. Voilà. Mais avant tout, le calendrier économique, taux de chômage à 9h55, taux de chômage allemand, les perspectives économiques mondiales de l'OCDE qui seront publiées à 11h, l'IPC allemand prévisionnel du mois de mai qui sera publié à 14h, qui est attendu en forte hausse à 1,9%, forcément avec une hausse des cours de pétrole aussi importante en avril, les prix augmentent. Enfin, 14h30, c'est l'annonce de la journée avec le PIB des États-Unis. PIB des États-Unis, avec la balance commerciale des biens, la décision des taux de la Banque du Canada à 16h. Et voilà, globalement, ça sera tout pour la journée. Donc, pas mal de statistiques macroéconomiques. Demain et après-demain seront également assez chargés en termes de chiffres macro. Bon, donc comme vous pouvez le voir sur ce site qui compare chaque devise face au dollar sur la dernière journée, eh bien on peut voir que l'euro progresse le plus depuis ce matin, enfin depuis cette nuit. Avec le NZD et le GBP, c'était les devises qui étaient les plus baissières hier, et à l'inverse le CHF, le yen, qui étaient les devises qui s'appréciaient le plus hier, sont en recul. Voilà, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais c'est juste du contre-tendance. Donc faut faire attention à ne pas tomber dans le piège, à croire qu'on est dans une tendance haussière sur l'euro. Alors Loïc me dit il n'y a pas d'autres personnes pour te remplacer pendant tes vacances pour les webinaires. Alors si, il y a Yoann Nizar qui présente des webinaires. Néanmoins, ça ne sera pas tous les matins, mais il a tendance à le faire l'après-midi. Formation, séminaire en ligne. Donc ouais, vous allez dans séminaire en ligne, semaine prochaine, et là vous voyez donc stratégie de la semaine, 16h lundi, le 5 juin à 14h30, le 6 à 18h, le 7 à 14h30, voilà, etc., etc. Mais il n'y en aura plus le matin ces 2 prochaines semaines sur DFX, à part le vendredi, comme tous les vendredis, Yoav Nizar présente un webinaire à 10h30. Étant donné vos commentaires sur le cas d'Yen peut-il se retourner à la hausse plutôt que de toucher 82? Alors dans le fond, Didier, déjà c'est une excellente question. Oui, le CAD pourrait rebondir ce matin, pourrait rebondir cet après-midi, selon les propos de la Banque du Canada. Maintenant, le yen est là, il est présent, il est extrêmement fort, comme on peut le voir. Il est revenu à ses sommets de l'année et il y a de fortes chances qu'il les dépasse prochainement. Le yen, comme vous le savez, j'ai des fortes convictions haussières sur cette devise pour ces prochaines semaines, prochains mois. Donc même si le CAD, on va dire, est en hausse après la BOC, imaginons que la BOC adopte un ton plutôt hawkish, ce qui m'étonnerait, mais imaginons que ce soit le cas. Oui, le CAD yen va rebondir en intraday. Maintenant, d'un point de vue swing trading moyen ou long terme, le CAD yen, tant qu'il n'y a pas d'accord de l'ALENA qui est conclu, le CAD va rester sous pression et le yen, comme je vous l'ai dit, avec l'aplatissement de la courbe des taux aux US et les incertitudes en Europe qui ne sont, à mon avis, pas prêts de s'améliorer, en tout cas pour le mois de juin. Et bien en tout cas pour le mois de juin, le CAD yen devrait reculer. Donc voilà, en intraday, en fin de journée, c'est possible que CAD yen rebondisse. Maintenant, si vous me demandez mon horizon de temps pour une semaine, 2 semaines ou un mois, c'est clairement baissier sur le CAD yen pour le moment.
Alors, on va faire un tour des paires majeures avec, j'ai une question de la part de Didier. Que penses-tu de l'euro-dollar en UT15? Il est sur 50% de la baisse d'hier. Et l'euro, tu dois repartir quand? De la part de François. Alors, avant de commencer par les paires majeures, excusez-moi, on va commencer par ces indices. L'analyse technique de ces indices. Donc, le yen. Le yen est sous ses sommets de l'année. Il a bien rebondi. Vous voyez un fort momentum. Donc, on a un puissant momentum aussi sur le yen. On n'a pas de divergence baissière. Donc, pour le moment, c'est haussier. Maintenant, le fait qu'on soit sous résistance, ça empêche la mise en place de stratégies acheteuses. Si vous êtes déjà à l'achat sur le yen, les stratégies acheteuses peuvent être maintenues, étant donné que voilà, le prix n'émet pas de signaux baissiers. Bien qu'il soit sous résistance, il n'est pas baissier le prix. Voilà. Donc, on maintient une stratégie acheteuse. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer à l'achat tout de suite? La réponse est non. Le NZD consolide. Finalement, il consolide entre cette oblique baissière qui vient chercher les points bas depuis 2015 et le bas de ce range. Voilà. Donc, consolidation du NZD, il n'y a pas grand chose à faire. L'AUD est sous pression avec ce regain de tension, voyez, entre les États-Unis et la Chine. Et bien, on a une baisse de l'AUD, comme la baisse de Wall Street hier, qui a été alimentée, oui, par l'Italie, mais également par les incertitudes concernant les États-Unis et la Chine. L'euro index, oblique baissière haussière de 2017. Et là, vous voyez que on a eu le breakout hier. La touchette sur ce support mensuel. Et voilà, on a un rebond ce matin. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt normal. Après une baisse quand même assez importante hier et plus globalement ces dernières semaines, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on a un petit rebond, comme ce fut le cas, vous voyez, le 24 mai en intraday, et finalement ça a clôturé en doji. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond ce matin qu'il faut payer l'euro. Vous voyez que la tendance est clairement baissière, et encore une fois, ce n'est pas parce que le prix est sur support qu'il faut payer l'euro. Il faut attendre des signaux haussiers. Et pour moi, il n'y a pas de signaux haussiers, que ce soit sur les niveaux, au niveau des chandeliers japonais, que ce soit au niveau du momentum. Le prix est très loin de sa moyenne mobile à 20 jours. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de signaux haussiers, donc c'est pas le moment d'acheter l'euro. Tout comme le yen, enfin à l'inverse du yen, ce n'est pas le moment de le vendre non plus, parce qu'on est sur support. Donc on ne va pas acheter, on va pas vendre l'euro s'il est sur support. Par contre, si on a un breakout sous ce niveau de prix, oui, on aura un signal baissier. Donc les 1,15, l'euro, nous n'y touchons pas. Le GBP, un peu à l'image de l'euro, sauf que lui, il baisse beaucoup moins rapidement. Vous voyez qu'il est en train de faire un bottom au niveau du momentum, même avec une petite divergence haussière. Donc voilà, elle est très loin d'être validée, mais finalement, la livre pourrait être en train de faire ses points bas à 50% de retracement de cette tendance. Donc vous voyez vers les 1,50, ce GBP Index. GBP Index a encore une toute petite marge de baisse, mais je pense qu'on est proche de la fin. Et le franc qui avait bien progressé hier, ouais, qui recule un petit peu ce matin, néanmoins la tendance reste encore haussière, le momentum est bullish parce qu'il est au-dessus de 50, on n'a pas d'orientation à la baisse, on n'a pas de divergence, voilà, la tendance elle est plutôt saine sur le franc suisse. Donc c'est tout à fait possible de maintenir les positions acheteuses. Et tant que nous n'avons pas de signaux baissiers, même si le prix est à 50% de retracement de cette tendance, ou à 61, tant qu'il n'y a pas de signaux baissiers, on peut maintenir des positions longues. L'USD Index, vous voyez qu'il a bien progressé hier, mais finalement, il y a ni plus ni moins que sous ces sommets de novembre 2017, avant la hausse des taux du mois de décembre. Donc là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'on est en train de refaire la même chose, enfin que le GBP refait la même chose que lors de la hausse des taux du mois de décembre. Pourquoi? Bien, parce que tout simplement les problématiques sont les mêmes. Au mois de décembre, la problématique c'était pas est-ce qu'on va avoir une hausse des taux. La problématique c'était est-ce qu'on va avoir 3 ou 4 hausses des taux en 2018. Et bien là, c'est pareil. En mars, c'était exceptionnel parce qu'on avait la passation entre Janet Yellen et Jerome Powell. On avait le premier discours de Jerome Powell en mars, donc c'était différent. Mais là, en juin, ça y est, Jerome Powell, le marché l'a un petit peu saisi. On a des chiffres d'inflation qui sont en hausse. Donc, que va faire la Fed? Est-ce qu'il y en aura 3 ou 4 hausses des taux? Voilà. S'il y a plutôt 4 hausses des taux qui sont soutenus par le FOMC,
Dans ce cas-là, vous connaissez mon opinion, il sera bullish sur le dollar. Maintenant, si c'est toujours le même, si c'est plutôt 3, avec une ouverture sur potentiellement une quatrième hausse des taux en 2018, eh bien, puisque le marché a déjà intégré cette information, le dollar aura des fortes chances de baisser. Et enfin, le CAD index, le CAD qui est sur support, je pense, voilà, c'est une devise à shorter. Et avec le pétrole qui est baissier et les incertitudes sur la l'ALENA, ça devrait maintenir un cap baissier ces prochaines semaines. Maintenant encore, comme une fois, comme je vous l'ai dit au début du webinaire, le CAD pourrait rebondir en fin de séance selon les propos de la Banque du Canada. Maintenant, mon biais sur du swing trading, pour on va dire pour ces prochaines semaines, il est plutôt baissier. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'accord de la l'ALENA trouvé, le CAD devrait être sous pression. Donc, avec ces analyses, on passe sur l'euro-dollar. L'euro-dollar 1,15, je pense que le marché va consolider dessus. Et c'est l'Italie, l'Espagne et la Fed qui vont driver cette paire. Sans l'Italie et l'Espagne, je vous aurais dit que 1,15, c'est un excellent prix d'entrée pour passer à l'achat. Parce que voilà, on n'aurait pas d'incertitude vraiment en Europe. Et moi, vous connaissez ma spéculation, je spécule sur une déclaration inchangée de la part du FOMC dans 2 semaines, ce qui voudrait dire 3 hausses des taux pour 2018 et donc baisse du dollar. Si baisse du dollar, hausse de l'euro. Mais maintenant qu'il y a ces incertitudes en Europe, eh bien, ça pose un gros point d'interrogation sur les 1,15. Donc, 1,15 que faire? Eh bien, écoutez, pour le moment, rien du tout. Tant qu'on n'a pas de signaux haussiers ou baissiers, nous ne tradons, nous ne tradons plus l'euro-dollar. Je rappelle qu'on est à la vente sur l'euro-dollar depuis maintenant pas mal de temps. Les 1,15 ont été annoncés il y a pas mal de semaines. Donc euro-dollar, je suis neutre tant qu'il est au-dessus de 1,15. GBP, alors pardon, euro-dollar en intraday, vous m'aviez demandé en 5 minutes, il me semble. En UT15, il est sur 50% de la baisse d'hier. Alors la baisse d'hier, alors exactement 50%, et là on peut voir une résistance ici à 1,1590 à peu près. Donc 1,1590 c'est un niveau de vente intéressant, sans doute, sur le dollar en intraday. Maintenant, c'est possible que l'euro continue à rebondir aujourd'hui. Hein. Vu la baisse d'hier, ça me semble possible. Qu'on ait un rebond technique. Hein. Donc voilà, mais sinon, d'un point de vue swing, l'euro-dollar devrait consolider autour des 1,15 jusqu'à la Fed, je pense. Parce que l'euro-index est sur support, et tant qu'on n'a pas de cassure de ce support, je resterai neutre sur l'euro, et le dollar, il est sous résistance. Et tant qu'il n'y a pas de cassure de cette résistance, je resterai neutre sur le dollar. Donc, neutre euro, enfin euro sur support, euro-index sur support, dollar-index sous résistance. Le biais haussier semble plutôt favorisé de ce côté, du côté des indices. Maintenant, avec les incertitudes en Europe, voilà, ça me semble compliqué de trader l'euro-dollar. Autant vendre l'euro face au yen. Voilà, euro-yen ou euro-CHF. Bon, maintenant, l'euro CHF a quand même fait une belle baisse. Hein. Vous voyez, 1,15 franchi. Le support à 1,1360 touché hier. Voilà, touché. On a un rebond, oui, ce matin. Mais voilà, la tendance, par moment, elle reste encore baissière. Elle reste encore baissière. Et donc, un retour à 1,1360 semble possible à court terme. Et voilà, même plus bas. Si on a un franchissement de ce niveau-là, on va utiliser les retracements de Fibo, mais ça donnera une perspective clairement baissière. Donc les plus bas à peu près, les plus hauts. Ouais, vous voyez 50%, c'est les 1,13. Ouais, donc 1,13, c'est un niveau de prix très important
pour l'euro CHF. Et c'est possible qu'il aille chercher ce niveau de prix ces prochaines séances. Et après la Fed, tu le vois, aller aller à 1,18 de la part de François. Alors voilà, François, encore une fois, moi, s'il n'y avait pas ces incertitudes en Europe, je vous aurais dit 1,18, voire même, je vous aurais dit même 1,20. Maintenant, avec l'Italie, tant qu'il y aura ces inquiétudes, et peut-être en Espagne ça va se dégrader, hein, donc si ça se dégrade, étant donné que le marché n'a pas encore pricé, ça peut encore augmenter les spreads des taux européens et donc faire pression sur l'euro. Parce que ce qu'il faut regarder sur l'euro en ce moment, c'est le spread. C'est les spreads périphériques avec l'allemand. Donc, hop, moins. Voilà, ce spread-là, tant qu'il augmente, ça fera pression sur l'euro et sur l'euro-dollar. Il faut regarder également celui espagnol, parce que peut-être que celui italien va baisser, mais si de l'autre côté, si en Espagne, on a un spread qui augmente, parce que en Espagne, la situation se dégrade, eh bien, faudra regarder celui de l'Espagne. Donc, je pense que les deux spreads européens qu'il faut regarder en ce moment, c'est italien versus allemand et espagnol versus allemand. Et celui espagnol, bon, baisse aussi en intraday, mais vous pouvez voir que ces deux sont surveillés. Tant que l'un des deux est haussier, on va avoir une pression sur l'euro. Et à l'inverse, s'il diminue, on a des incertitudes qui baissent, et donc un euro qui va s'apprécier. Donc imaginons, François, c'est facile à dire, imaginons, mais si on a des taux qui sont en baisse, enfin un spread, des spreads même européens qui sont en baisse, jusqu'à la Fed, dans ce cas-là, je vous dirais que oui, l'euro-dollar 1,18, c'est possible. Maintenant, si on a des spreads qui continuent d'augmenter jusqu'à la Fed, 1,18, non, déjà, on sera bien plus bas que 1,15. Si on a ce spread qui continue à progresser, s'il dépasse les 3%, on aura l'euro-dollar bien en dessous des 1,15. Donc voilà, j'ai envie de dire que ça va beaucoup dépendre de la situation en Italie et en Espagne. Plus que la Fed. Il y a aussi les taux du Portugal qui ont été touchés hier, sans doute par la solidarité avec l'Espagne et l'Italie. Exactement, Didier. Ceux du Portugal, hein, ceux de la Grèce. J'ai pas regardé ceux de la Grèce. J'ai regardé les Portugais, hein, mais j'ai pas regardé ceux de la Grèce. Mais oui, c'est tout l'Europe du Sud, hein, concrètement, qui est impacté. Alors, chez eux, ici. Alors, je sais pas c'est lequel. Les Grecs. Voilà, Grèce. Nous l'avons. Alors, c'est marrant parce que ce grec n'ont pas été énormément touchés. Mais oui, il y a une hausse. Donc ouais, c'est toute l'Europe du Sud, hein, qui est impactée par ces inquiétudes en Italie et en Espagne, hein. Mais bon, ces inquiétudes sont beaucoup plus faibles en Espagne. Donc voilà, c'est de toute façon tous les taux périphériques, tous les taux périphériques d'Europe du Sud sont impactés. Donc voilà, l'euro-dollar, j'ai du mal à vous donner un biais pour le mois de juin. Il y a une semaine, je me rappelle, je vous avais dit qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il soit haussier cet euro après la décision des taux de la Fed. Maintenant, au vu de la réaction du marché depuis le début de la semaine sur la situation en Italie, ça met un petit peu en perspective ce scénario-là. Donc je préfère pas trop vous induire en erreur. Les deux USD consolide, GBP USD toucher les 1,32. Je pense que le GBP USD va rester sous pression jusqu'à la Fed. Donc voilà, 1,32 devrait être rejoint à nouveau cette semaine. NZD USD consolidation, tout comme la USD. L'USD CAD, il vient chercher peu à peu les 1,31. L'USD CHF, vous voyez qu'on a eu la belle volatilité hier, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Finalement, on a presque eu un doji. Donc on a eu quand même de l'incertitude. Néanmoins, l'USD-CHF, je garde mon biais baissier. Puisque les devises refuges devraient être quand même assez appréciées ces prochaines semaines. Et donc, je pense que le franc fera pression et trouvera une nouvelle impulsion baissière. Enfin, l'USD-CHF trouvera une nouvelle impulsion baissière après la Fed.
Voilà, plus que l'euro-dollar. L'euro-dollar, je pense qu'on peut le mettre de côté avec ce qui se passe en Italie. Par contre, l'USD-Yen, l'USD-CHF pourrait reprendre un momentum baissier après la Fed. Donc c'est pas vraiment l'euro-dollar qui m'intéresse en ce moment. En tout cas, plus depuis ces incertitudes en Italie. Et donc l'USD-Yen, 108 qui ont été touchés hier. Et voilà, vous connaissez ma perspective. Ma perspective elle est baissière depuis maintenant le début du mois, hein. Enfin depuis la quinzaine. Voilà. Depuis la quinzaine, je suis baissier en direction des 105 et même 100, 103 sur du moyen long terme. Un mot sur le CAD CHF. Eh bien, CAD CHF, tout comme le CAD Yen, plutôt une perspective baissière. Plutôt une perspective baissière. D'ailleurs, on est baissier depuis le 16 mai, hein, que ce soit dans ce webinaire, dans l'un de mes articles que j'écris sur DailyFX. Voilà, depuis le 16 mai, je suis baissier. Et je vise les 50% de retracement de cette tendance. Et donc les 75-50. Encore une fois, je le répète, mais on peut avoir une hausse du CAD cet après-midi selon les propos de la Banque du Canada. On peut également en avoir une selon la direction des cours de pétrole, mais dans le fond, ce qui pèse sur le dollar canadien, c'est les renégociations de l'ALENA. Donc on peut avoir des petits rebonds, voilà. Mais cette hausse, à quoi elle était due? Eh bien, elle était due à un abandon d'une mesure exigée par les États-Unis sur les voitures produites au Mexique et au Canada et qui sont importées aux États-Unis. Donc c'est l'abandon d'une mesure protectionniste au début mars qui avait provoqué ce rebond. Et ensuite, bien évidemment, on avait les cours de pétrole qui a soutenu la tendance. Mais voilà, on peut avoir une hausse des cours de pétrole, mais si on a des perspectives très négatives sur l'ALENA, le CAD restera sous pression. Donc le facteur numéro 1, c'est l'ALENA pour le dollar canadien. Et dans un second temps, la relation entre les États-Unis et la Chine. Parce que finalement, l'orientation des discussions entre les États-Unis et la Chine, s'il y a un protectionnisme, il y a de fortes chances que l'administration des États-Unis applique à peu près la même directive pour l'ALENA ou pour tout autre pays. Donc CAD-CHF plutôt baissier, tout comme le CAD Yen. CAD Yen qui est venu chercher les 83 hier, 82 l'objectif de swing trading. Je pense qu'il peut venir même chercher beaucoup plus bas. J'ai une question sur le GBP-CHF. Alors GBP-CHF c'est baissier également. Test de la moyenne mobile à 200. On a cette oblique. Donc si on a eu la cassure hier de cette oblique. Donc là c'est perspective baissière dans un premier temps jusqu'à 1,30. Mais je pense qu'il peut venir chercher ses 50% à 1,28,57. Donc perspective baissière jusqu'à 1,30 puis 1,28,57 pour le GBP-CHF. Le GBP Yen, on me demande, eh bien écoutez, c'est pareil. GBP Yen baissier, en tout cas jusqu'à la Fed. Donc GBP Yen, tac tac tac, cassure des 145 pardon. 140 ça me semble assez loin, mais je pense qu'il va tendre vers ce niveau de prix sur du moyen long terme. Donc voilà, déjà les 142,30 pour ces prochaines semaines. Et ensuite, si on a le franchissement de ce support, alors oui, ce sera possible de viser les 140. Voilà, donc quel scénario adopter ce matin? Eh bien, étant donné qu'on a un inversement des tendances qu'on connaît depuis le début du mois, eh bien, pour le moment, il n'y a rien à faire parce que c'est simplement une petite correction, une correction sans doute d'intraday. Donc, est-ce qu'il faut rentrer dans la tendance? Pour les stratégies de tendance, c'est pas le moment. Pour ceux qui souhaitent traiter des incertitudes en Europe, l'euro-yen, la vente euro-yen est encore justifiée. Et vous voyez qu'il a atteint l'objectif de cette épaule tête épaule, les 1,125. Je pense qu'il peut s'enfoncer bien en dessous. Je pense qu'il peut venir chercher les 123,50. Donc c'est possible de shorter, de profiter de ce rebond finalement de l'euro-yen pour le shorter jusqu'à 123,50. Tout comme l'euro CHF. C'est possible de profiter de ce rebond pour le vendre jusqu'à, vous voyez, 1,1360.
ça va être des stratégies pour aujourd'hui. Alors ça va pas être des stratégies qui vont être atteintes en intraday, en tout cas je ne pense pas, mais d'ici les prochaines séances, ça me semble possible. Les marchés actions européens rebondissent très légèrement, ce qui est tout à fait normal après la baisse, la chute même, on peut parler de chute, hein, hier des indices européens, le CAC qui a dévissé de près de 2%, ce qui est énorme. L'Eurostoxx 50, c'est pareil. Enfin bref, quasiment tous les indices européens ont reculé de 2% et même plus pour ce qui est du MIB. Voilà. Donc le CAC, moi je pense qu'il va revenir chez ce gap à 5300, donc avec un petit peu de patience. Les stratégies short peuvent être profitables. Le DAX, il est sur ce gap, donc avis plutôt neutre, mais je pense qu'il peut s'enfoncer même à 12 456 parce que voilà, les incertitudes devraient continuer à progresser. Donc voilà, je pense qu'avec un tout petit peu de patience, on peut attendre ce retour à 12 450 pour s'intéresser à nouveau aux positions acheteuses. Vous voyez, même cette oblique, hein, ça me semble possible. On a eu ces deux points de contact, le rebond, et rien ne nous dit qu'il va être testé ces prochaines semaines. En tout cas, avec la direction que prend ces incertitudes en Europe, je pense que les indices européens vont rester sous pression au moins jusqu'à le milieu de l'été, donc au moins jusqu'à fin juillet, début août. À part si on a un accord de trouver en Italie. Mais bon, comme je l'ai dit, au vu de la direction en ce moment, ça me semble compliqué. Le MIB, la IBEX, bon, on va le regarder, mais on va les regarder, excusez-moi. Vous voyez qu'ils sont pas très intéressants, mis à part, c'est un robinet. Comme je l'ai dit hier, c'est une chute. Et donc, voilà, le MIB qui teste hier, depuis hier, les 38% de retracement de ce bull market, depuis 2016. Si on a la cassure de 38%, et bien finalement, ce sera une perspective baissière jusqu'aux 20 000 points qui seront à adopter. Et pour l'IBEX, c'est plutôt pareil. On vient chercher les points bas, le point bas de l'année, dans un premier temps. On n'a pas de signaux haussiers, que ce soit au niveau du momentum ou du prix. Donc voilà, perspective plutôt baissière. Et en plus, il n'y a pas eu encore la motion de censure qui a été votée au Parlement espagnol. Voilà. On a également en Espagne des perspectives qui sont plutôt négatives, hein, faut être honnête, en ce moment. Et au niveau des matières premières, donc nous avons l'or, on a cette oblique, l'or qui est sous pression, vous le savez, sous pression à cause du dollar, mais soutenu par l'aspect refuge, enfin l'aversion pour le risque du marché depuis le début de la semaine. Donc finalement, on a un or qui a pas vraiment de direction, qui est neutre. Toutefois, je pense que, pardon, excusez-moi, je réfléchissais. Je pense qu'après la décision des taux de la Fed, finalement, étant donné que, selon moi, il y a des chances que le dollar baisse. Si le dollar baisse, l'or monte. L'or monte, et en plus avec les incertitudes soutenues, donc finalement, l'or pourrait très bien consolider jusqu'au 13 juin, et à la quinzaine de juin, rebondir. Alors Franck me demande, vous serez en congé pour les résultats de la Fed? La réponse est oui, je serai en congé, je ne ferai pas de webinaire, mais Yoav en fera un, il couvrira cet événement. Moi, mais ma prochaine couverture de la Fed, ce sera en septembre, la hausse des taux du mois de septembre, normalement, s'il y en a 4. S'il y a 4 hausses des taux, ce sera pour le mois de septembre. Donc non, je ne serai pas là pour la Fed, je reviens donc, je suis là jusqu'à la fin de la semaine, puis je reviendrai le 18 juin, le lundi 18 juin. Retour à 1310, nous dit François, alors oui, ça sera grand minimum, hein. Si Jérôme Powell et les projections de la Fed, du FOMC, excusez-moi, restent globalement inchangées par rapport à mars ou à janvier, finalement, il y aura une belle déception sur le dollar et l'or va
même rejoindre les 1350. Je pense. Regardez ici. Aux taux de la Fed, décembre. Aux taux de la Fed, mois de mars. Donc oui, si on a des projections du FOMC et un discours de Jerome Powell qui reste globalement tous les deux inchangés ou alors légèrement plus optimiste, mais si c'est que légèrement, je pense pas que ça soit suffisant pour que le marché price, pour que le marché anticipe ou que le scénario de 4 étaux soit renforcé. Et pour le pétrole, bien le pétrole plutôt perspective baissière. Maintenant, attention, on a le brut qui teste cette oblique qui fait office de support depuis, vous voyez, presque le début de l'année, depuis le mois de février. Donc, tant que ce support tient, ça me semble compliqué de vendre le brut ou le Brent, parce que forcément les deux sont corrélés. Hein. Par contre, si le brut casse cette résistance, le Brent sera beaucoup plus intéressant, parce qu'il a une marge de baisse, vous voyez, beaucoup plus importante. Donc le Brent, finalement, si le brut dépasse cette oblique, le Brent devrait dépasser les 75 $, et donc j'aurai une perspective baissière jusqu'à 70. Donc brut, on est sur un niveau de timing qui est de plus en plus intéressant. Didier qui me dit tu seras là pour le Conseil européen de fin juin qui devrait être très important pour faire des propositions pour montrer au peuple européen que l'Europe sonneront un sens, sinon bonjour les dégâts. Oui, je serai là hein, pour la fin du mois. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, le 18 juin, je suis de retour. Euh, voilà. Donc ce matin, pour résumer, je pense que c'est possible de continuer à adopter, à trader les mêmes tendances qu'on a depuis ces dernières semaines et de profiter finalement de ces rebonds techniques pour s'insérer un meilleur prix. Donc, vente euro-yen, vente euro-CHF, ça c'est des paires qui me semblent intéressantes, euh, tout simplement. Et pour ceux qui sont encore plus spéculatifs, l'achat gold en amont de la hausse des taux de la Fed, eh bien, est possible. C'est possible. D'un point de vue ratio risque-rendement, sur les 1350, donc on a 53 $, on va dire, 53 $. On met un stop sous les plus bas, 10 $, donc ça fait un ratio risque-rendement, eh bien, de 5, ce qui n'est pas mauvais. Voilà, mais c'est vraiment un trade spéculatif. C'est, si on part du principe qu'il n'y a rien vraiment de nouveau, le 13 juin. Et spéculer sur la vente USDN. Alors, ça c'est déjà fait pour ma part Raymond, et je pense pour beaucoup d'entre vous. Ça fait quand même 2 semaines, il y a 2 semaines il me semble. Oui, depuis début mai jusqu'à la quinzaine. J'ai répété plusieurs fois la vente USDN à 110. Donc voilà, moi je le redis pas dans ce webinaire parce que voilà, pour moi on est déjà dedans. Maintenant pour ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'il faut vendre l'USDN à ce niveau de prix? euh, Ça me semble compliqué. J'attendrai un rebond qui me semble probable, euh, un petit peu probable, voilà, pas avec forte conviction, mais j'attendrai un rebond un petit peu plus convaincant pour à la limite rentrer à la vente. Mais rentrer à la vente à ce niveau de prix, d'un point de vue ratio rendement, même sur du long terme, regardez, stop au-dessus du précédent plus haut, ça fait 250 pips de risque pour 500 à peu près. C'est bon, c'est bien, mais bon, c'est beaucoup moins bien que ce qu'on avait à 110 yens. Donc voilà, à vous de voir. À vous de voir sur les yens, mais bon, je pense qu'on peut attendre un petit rebond. Maintenant, c'est pas certain qu'il aura lieu. L'euro-dollar vient de toucher le 61,8 de la baisse d'hier. Très bien, Didier. Alors moi, je regarde pas beaucoup de l'intraday. Je regarde le 4 heures. Ouais, je m'intéresse pas beaucoup 15 minutes. Mais bon, 61,8 d'hier, ce qui veut dire que l'euro quand même rebondit assez bien. Il rebondit assez bien. Donc voilà, de toute façon, la résistance en intraday hein, de l'euro, ce qui traite l'euro-dollar en intraday, la résistance, c'est le prix d'ouverture d'hier. Le prix d'ouverture d'hier, il est au-dessus des 1,16. Il est à 1,16. Alors, 1,1640. Donc 1,1640, ça va être une résistance majeure pour l'euro-dollar.
Et voilà donc pour ce point de marché. Alors j'ai une question sur le Bitcoin, je vais faire une réponse rapide. J'ai écrit un article sur le Bitcoin hier et sur les crypto-monnaies. Moi personnellement j'ai plutôt une perspective baissière pour le moment. Vu que les principales cryptos ont franchi leur support de court terme, eh bien je pense que les cryptos sont partis pour rejoindre leur plus bas de l'année finalement, leur plus bas de l'année qui ont été inscrits pour la plupart fin mars début avril. Donc Bitcoin, je ne serais pas surpris si ces prochaines semaines, durant mon absence en fait, le Bitcoin revient à 6500 $, que l'Ether revient à 400. Donc voilà. Merci pour votre attention. Ça sera tout pour ce point de marché. Le Ripple nous demande Ramsey, donc le Ripple c'est pareil, hein, finalement les plus bas d'hier, enfin les plus bas de l'année, plus bas de l'année qui est à 0,50. Donc là on a un petit rebond, mais je pense pas qu'il soit vraiment convaincant. Voilà, merci pour votre attention, merci pour votre présence comme d'habitude. Rendez-vous demain pour mon prochain point de marché et excellente journée à vous. Ah, et à noter que je ferai un webinaire éducatif ce soir à 18h. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, rendez-vous ce soir à 18h pour un webinaire éducatif.